Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin pour parler de la coopération, pour parler bilan, pour faire un peu d'histoire aussi dans les relations entre son pays et Haïti, nous avons le privilège d'accueillir ce matin l'ambassadeur de la République de Chine Taïwan, M. Richard Wen Jianku. C'est un diplomate de carrière qui d'ailleurs a fait des études à la Harvard University et qui a déjà une carrière d'une trentaine d'années et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Monsieur l'ambassadeur, ça fait environ 8 mois que vous êtes en Haïti. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour et bienvenue. Merci, Monsieur Dodol. Téléspectatrices, téléspectateurs haïtiennes et internationaux, bonjour. Je suis particulièrement heureux et content d'être invité sur cette émission, un plateau éminent, bien apprécié par les collègues diplomatiques, hommes, femmes politiques, économiques, socioculturels. Bon, on ferait les preneurs de décision pour pouvoir échanger quelques point de vue. 8 mois après, est-ce que l'ambassadeur a une idée réelle de ce pays qui est encore en pleine crise, où il y a encore beaucoup de tumultes sur le plan politique? Comment vous vivez ces moments 8 mois après? Bon, c'est vrai que la vie en Haïti, pour moi, c'est généralement assez agréable. Des fois, il y a des surprises, c'est vrai, mais on vit avec. Et chaque jour, on écoute les informations le plus humble possible pour éventuellement préparer notre rendez-vous. Et je pense qu'avec une attention particulière, on peut toujours vivre une bonne vie ici. Ça fait déjà plusieurs années depuis qu'Haïti établit des relations avec votre pays. Ça fait combien d'années? Ça a débuté en 1956. Ça fait plus d'une soixantaine d'années. Exactement. Ma mission en Haïti m'offre une occasion particulière pour pouvoir souffler une nouvelle bougie dans le cadre des relations entre Taïwan et Haïti. En effet, le 25 avril prochain marquera le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays, établi le 25 avril 1956. 65 années au cours desquelles s'est développée une profonde amitié, particulièrement marquée par une solidarité agissante sur la scène internationale et une coopération bilatérale dans l'esprit de partenariat. Située à deux extrémités de notre globe, Taïwan et Haïti, deux nations, nous avons beaucoup de points en commun. Ils ont forgé leur unité à travers d'innombrables épreuves. Ils ont inlassablement défendu et préservé leur indépendance. Et ils n'ont jamais lâché la voie de la liberté et de la démocratie. Un sentiment d'estime mutuelle, peu à peu, est né entre les deux peuples. C'est la raison pour laquelle je suis très fier de pouvoir représenter mon pays pour continuer à tisser et renforcer davantage ce lien qui est déjà ferme et fraternel. 65 ans plus tard, vous êtes apparemment bien satisfait, bien content des relations entre les deux pays
et 65 ans après, l'état de santé de la coopération est au bout fixe, selon vous? En tout cas, selon moi, l'état de santé de notre coopération, de nos relations, est en très bonne santé. Par exemple, depuis mon arrivée, nous avons continué à apporter, poursuivre, continuer les projets de coopération bilatérale et les relations, les communications avec le plus haut niveau haïtien se passent très bien. Donc je considère que vous avez parfaitement raison, l'état de santé, et ça va très bien. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour parler un peu de nos projets de coopération. Ça va arriver, même avant d'aborder la coopération entre les deux pays, je vous demanderai de réagir à quelques critiques portées contre le pouvoir en place, selon lesquelles Haïti aurait mieux fait de choisir la Grande Chine plutôt que la République de Chine-Taïwan. En tant qu'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan, qu'est-ce que vous diriez donc à ces personnes qui pensent que être du côté de la Grande Chine ferait l'affaire d'Haïti mieux que Taïwan? Merci d'avoir posé cette question. Pour y répondre, il fallait 3 jours et 3 nuits. Mais je ne pense pas que notre émission a suffisamment de temps aujourd'hui. Donc, je vais vous donner 3 arguments, et 3 arguments seuls. D'abord, historique. En 1804, la première république noire a été créée. Il s'agit de la République d'Haïti. Dès lors, vous avez continué à apporter votre soutien aux pays et aux régions qui cherchent à se libérer de l'esclavage. Vous avez également proposé d'accueillir de nombreuses personnes opprimées. Et cela, pour moi, c'est une fierté nationale. Si un jour, le retrait par Haïti de la connaissance de Taïwan au profit de la Chine communiste, cela signifie un reniement de son histoire et sa gloire. Parce que je suis convaincu que c'est à travers l'histoire qu'on retrouve l'âme d'un pays. Et si à ce jour-là, pour moi, ce n'est plus une politique des affaires étrangères, mais tout simplement une affaire étrange et inimaginable. Seconde, il faut observer la tendance internationale. Aujourd'hui, le plus grand conflit dans le monde entier, on peut le qualifier comme le conflit entre les États-Unis et la Chine. Tout récemment, vendredi dernier, le président américain Joe Biden a accueilli pour la première fois depuis sa prise de fonction à la Maison-Blanche un chef d'État ou chef de gouvernement étranger. Il s'agit du Premier ministre japonais Yoshihide Suga. À l'issue de leur entretien, un communiqué conjoint a été déclaré, bien sûr, essentiellement sur la Chine. Les deux dirigeants se sont mis d'accord à opposer toute tentative chinoise pour changer le statu quo par la force militaire ou par l'intimidation dans la région. Ils ont également évoqué la tension croissante au sujet de Taïwan, qui dénonce des actions de plus en plus hostiles de la part de Pékin. Sachant que c'est la première fois depuis 52 ans que la question de Taïwan a été apportée officiellement dans la table de discussion entre les États-Unis et le Japon. Et les deux dirigeants se sont également engagés de faire face ensemble aux défis posés par la Chine dans tous les domaines. Alors, juste un mois avant cela, une alliance Quad a eu lieu. Quad, ça veut dire le dialogue quadrilatéral pour la sécurité. Enceinte de dialogue pour la sécurité en Asie.
La question chinoise, bien sûr, c'est l'essentiel. Donc, le contenu pour cette alliance est de savoir comment freiner cette propagation hégémonie chinoise. Vous avez certainement au courant de cette initiative qui s'appelle stratégie Indo-Pacifique. Malgré cette stratégie est originellement initiée par les Américains, mais qui a reçu de plus en plus d'échos dans le monde entier, notamment parmi les pays européens. Et vous savez que les pays européens ne sont pas toujours d'accord avec les Américains en ce qui concerne la politique des affaires étrangères. Mais cette fois-ci, la plupart des pays européens, notamment la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont démontré leur capacité d'engagement, y compris militaire, si nécessaire. Donc, il fallait bien de choisir le bon côté. Alors, troisièmement, c'est la question pragmatique. Est-ce que la Chine communiste est crédible? La réponse, bien sûr que non, parce que les communistes chinois ne sont pas réputés pour pouvoir honorer leurs promesses. Et vous avez des exemples? Vous avez des exemples à ce sujet? Je sais, oui, je vais vous le donner. Je sais que certainement, il y a des opportunistes qui croient avec la Chine, on peut proposer mieux, on peut proposer plus. Mais attention, ce ne sont que des propositions. Regardez ce qui s'est passé à Hong Kong. Alors, à la rétrocession de Hong Kong, la Chine communiste a signé un traité avec la Grande-Bretagne en garantissant 50 ans sans changement de politique à Hong Kong. Mais on n'est même pas à mi-chemin. À 22, 23 ans de la rétrocession, la vie politique à Hong Kong a été déjà complètement changée. Les Hongkongais ne peuvent plus bénéficier les mêmes libertés ou la même démocratie comme auparavant. Et dedans, on a également constaté une nouvelle tendance. C'est-à-dire que les jeunes Hongkongais qui se sont dressés pour faire face à la brutalité chinoise. Et ce n'est pas uniquement à Hong Kong. On a constaté qu'au Thaïlande, à la Birmanie, les jeunes générations ont plus ou moins la même réaction. Donc pour moi, le message de cette jeune génération est clair. Le développement économique ne peut pas se faire au détriment des revendications politiques, notamment des aspirations démocratiques. Entre Taïwan et la Chine, je dirais que c'est la compétition de système, c'est la course de régime. Et à la longue, je suis convaincu que la démocratie sera toujours donnée vainqueur. Et voici ces 3 arguments que j'aimerais partager avec nos amis haïtiens. Et pour le reste, ce sera peut-être partie remise. Oui, mais les Dominicains diraient quoi? Parce que les Dominicains ont pratiquement tourné le dos à la République de Chine-Taïwan. Et est-ce que les explications que vous avez fournies sont valables aussi pour les Dominicains? Absolument. Ben, dites-moi ce que le Dominicain a obtenu. Moi, à ma connaissance, ils ont, au début, la Chine a promis, n'est-ce pas, une somme colossale, mais ce n'est pas tout à fait honoré. C'est ce qui s'est passé parmi beaucoup de pays, qui est arrivé à beaucoup de pays. Anciennement, on a eu des relations diplomatiques. Et pour moi, j'ai constaté ce que dit le président Saint-Domingue. Là, ils ont officiellement interdit les entreprises ou bien les industries sensibles. Ils ont formellement interdit l'intervention ou participation chinoise. Pour moi, c'est déjà une signe forte de leur lien. Et si les Haïtiens vous disent, par exemple, qu'ils ont besoin de meilleurs cadres de partenariat dans des domaines stratégiques, par exemple, est-ce que Taïwan est en mesure de garantir, je dirais, disons, ces possibilités?
Bien sûr, dans le cadre de nos relations bilatérales, on peut tout discuter. Et, bon, déjà dans le passé, on a travaillé dans plusieurs sujets internationaux et je pense qu'on peut certainement continuer de le faire. Dans le transfert de la technologie, par exemple? Oui, par exemple, je vais vous citer un exemple de Spictec, qui est une société taïwanaise pour installer des systèmes de pompage à énergie solaire. Alors, depuis leur arrivée, ils ont déjà formé 3 équipes haïtiennes. Donc, Taïwan, pour partager le savoir-faire et la technologie, on peut partager sans réserve. Et avec cette coopération dynamique, notamment, je vais parler un petit peu sur ce système à pompage solaire, parce qu'au moins de 14 mois après la signature, on a déjà livré 17 systèmes de pompage à énergie solaire par Spictec. En même temps, ils ont formé 3 équipes haïtiennes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je trouve que ça, c'est un exemple qui montre, n'est-ce pas, la coopération active et motivée entre nos 2 pays. Je me souviens toujours un témoignage d'une dame qui disait « Auparavant, le soleil, il brûlait, il grillait notre terre. Et aujourd'hui, c'est le même soleil qui arrose nos champs pour donner de bons résultats, bonnes récoltes. Et tout ça grâce à la transformation de l'écologie taïwanaise. » Et je pense que ça, c'est un exemple bien valable. Sur le plan militaire, policier, aéronaval, par exemple, est-ce que les autorités haïtiennes n'ont jamais formulé des demandes en ce sens? Pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, pas encore. Maintenant que vous êtes en Haïti, vous observez tout ce qui se passe, les différents problèmes auxquels le pays fait face. À vous entendre parler, monsieur l'ambassadeur, vous êtes très satisfait, très fier de la coopération entre les 2 pays. Plus de 60 ans plus tard, est-ce que, à part ce qui se passe maintenant, est-ce que vous voyez de quoi vous réjouir en termes de bilan de la coopération bilatérale? En Haïti, on mène la coopération dans plusieurs domaines. Énergie, agriculture, éducation, sanitaire, même enseignement de la langue chinoise mandarine. Alors, pour énergie, ce dont on a parlé, n'est-ce pas, avec Spictec, ça c'est l'énergie solaire, donc chaque station, avec moyennement, parmi les 17, moyennement 134 de panneaux solaires qui proposent 47 kW. Et pour donner de l'eau, moyennement, c'est 2000 gallons heure, minute. Et là, je dirais que ça, c'est pour le pompage solaire et également le projet phare. Le projet historique, pour moi, c'est le renforcement de réseaux électriques. Oui, je sais, il y a quelques 150 millions qui avaient été promis. Évidemment, nous allons observer la pause, mais au retour, vous nous direz où est-ce que l'on en est avec cette offre taïwanaise. Est-ce que l'argent a été débloqué, l'état d'avancement des travaux? Mais il y a aussi un point intéressant que je voudrais voir avec vous. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, le choix des domaines d'intervention se fait par Taïwan ou par Haïti, ou encore, est-ce que ça se fait de manière conjointe? Ceci dit, je voulais savoir, est-ce que ça se fait selon les besoins de la population haïtienne? On verra tout cela après la pause. Oui. On reviendra pour les réponses. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, monsieur Richard Wen Jianku, est notre invité ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.
Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin, de ce lundi. Notre invité, l'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, Monsieur Richard Wen Jianku, qui répond aux questions de métropole ce matin. Alors, si l'on doit revenir sur les points annoncés avant la pause, comment on procède? Est-ce que le choix des domaines d'intervention se fait de façon conjointe? De façon conjointe, je veux dire, entre les deux États, les deux républiques, les dirigeants des deux pays, pardon, ou encore est-ce que Taïwan décide seul, en raison de ses moyens, ou est-ce que Haïti formule sa demande suivant les besoins de la population? Comment cela se fait? Alors, selon, n'est-ce pas, ce principe de réciprocité, donc les deux côtés peuvent proposer, n'est-ce pas, des projets jugés utiles pour le pays. Donc, la plupart, bien sûr, se sont proposés par le côté haïtien, parce qu'ils sont capables, ils sont en mesure de savoir quels sont les projets importants pour le développement national. Donc, après la discussion, on met ensemble, n'est-ce pas, l'application du projet. Et c'est déjà la pratique depuis l'établissement des relations diplomatiques que je viens d'annoncer il y a 65 ans. Ok. Donc Haïti fait sa demande selon ses besoins. Oui, et Taïwan fait des propositions également. On discute. Donc il n'y a pas de domaine d'intervention établi par Taïwan. Si, on peut faire, par exemple, c'est pas unilatéralement venant de la partie haïtienne. Des fois, on peut faire des contre-propositions, et des fois, ce sont des initiatives taïwanaises qui ont été acceptées durant cette discussion. Donc, je pense que ça, c'est sur une base de respect mutuel dans les deux sens, dans les deux côtés. Mm-hmm. En dehors de l'État, est-ce que Taïwan peut supporter un projet au développement? Alors, on est en pleine crise de Covid. Mais à Taïwan, grâce à sa bonne gestion de cette pandémie, l'année dernière, la croissance économique atteint 3,11%, tandis que la plupart des pays avec une croissance négative. Et je dirais que la secteur privé taïwanaise est de plus en plus active, plus en plus motivante dans tous les domaines. Et j'encourage déjà depuis mon arrivée pour faire un pont, faire le lien entre les secteurs privés haïtiens et taïwanais. Et notamment, nous avons une chambre de commerce taïwano-haïtienne et qui peut également faciliter les contacts entre les secteurs privés de deux côtés. Donc voilà, ces échanges entre le secteur privé, entre les non-gouvernementales, et ça avance très bien. Mm-hmm. Référendum, projet, élection, projet aussi, mais certainement, quelle est la position de Taïwan? Référendum, projet. Donc c'est un projet du président haïtien de doter le pays d'une nouvelle constitution. Je maintiens, je dis encore projet. Je voudrais savoir la position de la République de Chine-Taïwan. Et dans un second temps, élection. Déjà, Taïwan soutient tous les processus démocratiques. Et comme vous savez que la démocratie n'est jamais une acquisition, mais dans la recherche de requêtes. Donc là, je pense que il faut favoriser les négociations, il faut privilégier les dialogues. Et notamment, il faut mettre les intérêts et le bien-être du peuple en première place. Nous ne sommes qu'à ma humble opinion, je pense que
tous les partisans, il faut réfléchir avant d'agir. Mettre d'abord l'intérêt public en première place. Et ça, c'est ce que je souhaite partager avec nos amis. Pour les élections? Pour les élections, c'est un processus démocratique absolument légitime. Donc on l'encourage, certainement. Alors, on encourage les élections et le référendum. On encourage tous les processus démocratiques. Est-ce que la position taïwanaise par rapport à Haïti peut être différente de la position des Américains? Oui et non, parce que là, des fois, comme je disais dans la première demi-partie, les indifférences nationales, c'est quelque chose qu'on doit observer à tout temps. Donc, ce sera très valable s'il y a une indifférence d'un tiers parti. Mais sachant que la décision est toujours la nôtre. La quoi? La décision. La décision. La décision est toujours la nôtre. Au cas où Haïti doit organiser sous peu des élections, en plus de l'encouragement, est-ce que Haïti peut compter sur un soutien, sur un support logistique, par exemple? Vous voyez, la porte est ouverte, donc on peut toujours discuter dans ce sens. Vous encouragez le vote électronique en Haïti? Là, ça c'est déjà quelque chose de très très technique. Je pense que tous les processus, tous les moyens crédibles sont valables. Mais il faut avoir certainement de confiance. Et je pense que ça c'est l'essentiel. 8 mois après, vous écoutez les nouvelles. On parle surtout de l'insécurité, des cas de kidnapping en Haïti. Évidemment, vous êtes un étranger, mais à quel point vous vous sentez interpellé par l'insécurité en Haïti aujourd'hui? C'est vrai que l'insécurité, c'est un vrai issue. Et là, tous les jours, on s'informe au sein de l'ambassade à nos collègues le plus d'informations possible auparavant et pour éviter de mauvaises surprises. Et à part cela, le quotidien marche normalement à l'ambassade et les activités, bien que limitées, mais on peut toujours atteindre nos objectifs. D'ailleurs, il n'y a pas seulement l'insécurité, il y a également la Covid. Donc on travaille avec... on favorise beaucoup avec le travail à distance. Donc ça, c'est aussi une solution. Vous avez parlé tantôt de l'existence d'une chambre haïtiano-taïwanaise de commerce. Est-ce qu'il y a des investisseurs taïwanais qui sont intéressés à venir investir en Haïti? Cette association, cette chambre de commerce taïwano-haïtienne est déjà recréée il y a 3 ans à peu près, qui existe déjà. Et les investisseurs taïwanais, actuellement, nous avons OECC, bien sûr, vous connaissez bien, qui est essentiellement pour les travaux, construction, etc. Et nous avons Everest dans le Caracol, qui est une usine de textile. Également avec monsieur Daniel Chang, une autre société textile qui est à Port-au-Prince. Donc là, actuellement, nous avons 3 sociétés taïwanaises investies en Haïti. Bon, vous allez me dire que les portes de Taïwan sont ouvertes aussi aux industriels haïtiens? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez des propositions? Si j'ai des propositions? Oui. Est-ce qu'il y a des Haïtiens, est-ce qu'il y a des industriels haïtiens qui sont déjà installés chez vous et qui font affaire chez vous? À ma connaissance, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Et quelles sont les possibilités? Je pense que là, depuis une vingtaine d'années, Taïwan propose des bourses pour les jeunes haïtiens. Et à l'heure actuelle, chaque année, on
aux alentours de 30% pour les jeunes haïtiens. Et je pense qu'ils peuvent bien servir comme un pont, comme un lien pour lier les entrepreneurs haïtiens à Taïwan. On observe beaucoup plus de rapprochement ces derniers jours entre les États-Unis et la République de Chine, Taïwan. Et ça vous dit quoi? Vous savez que les États-Unis, c'est toujours un allié de la République de Chine, Taïwan, depuis longtemps. Et c'est vrai que récemment, les liens sont de plus en plus renforcés qu'auparavant. Mais je pense que ça c'est une bonne tendance, parce que là, face à la menace chinoise, donc on a besoin des alliés crédibles et forts. Et donc là, je pense que c'est plutôt une tendance positive. En quoi Haïti peut aider par rapport aux menaces répétées de Pékin? Haïti nous aide déjà dans plusieurs fois, plusieurs reprises dans la scène internationale. Par exemple, notre demande légitime comme observateur de plusieurs organisations onusiennes. Et je pense que dans ce sens, Haïti va certainement continuer à porter son soutien à notre demande, à notre requête. Dans votre exposé au début de l'émission, vous avez fait état d'une certaine similitude qui existerait entre les deux pays. On sait que Taïwan a Chiang Kai-shek et nous autres, nous avons Toussaint Louverture. Quel autre point de similitude que vous avez souligné entre les deux pays? Bon, je dirais tout d'abord géographique, parce que là, le climat en Haïti, c'est pratiquement identique dans le sud de Taïwan. Et on est deux pays îlots. Donc avec Taïwan, c'est 36 km² comme superficie. En Haïti, c'est à peu près 28 000. Et nous sommes également tous les deux pays montagneux, parce qu'à Taïwan, il y a beaucoup de montagnes, qui est, je crois, qu'à 63-65% de couvrage. Et tandis qu'à Tahiti, c'est un peu plus, 70-11%, si mon mémoire est bonne. Donc je pense que, vu, n'est-ce pas, cette proximité géographique, on a beaucoup de points communs qu'on peut travailler ensemble. Est-ce que les Taïwanais continuent, comme par le passé, à honorer Chiang Kai-shek? Oui, donc vous savez que Taïwan est une démocratie, donc il y a différentes interprétations de nos anciens dirigeants. Donc là, mais l'essentiel, c'est de respecter on respecte toutes les sortes d'expressions. Et donc, je crois que ça, c'est une base pour une démocratie. Et bien sûr, il y a des critiques qui ne sont pas très positives vis-à-vis de Chiang Kai-shek. Mais il suffit de présenter d'une manière raisonnable. Et je pense que ça, on peut toujours accepter, tolérer dans une démocratie. Alors, permettez que je revienne à un point qu'on a abordé il y a quelques instants. Si aujourd'hui, il y a un Haïtien qui décide d'aller s'installer chez vous, dans quel domaine, par exemple, si c'est un homme d'affaires, dans quel domaine pourra-t-il investir? Il y a beaucoup de possibilités. D'ailleurs, je pense peut-être déjà qu'on installe des produits agricoles, que je pense que Haïti produit beaucoup de bons produits agricoles, même pisciculture. Les fruits de mer, etc. Je pense qu'on peut certainement trouver des occasions dans le marché taïwanais. La cuisine haïtienne? La cuisine haïtienne, c'est quelque chose qu'on aime faire promouvoir à Taïwan également. Parce que déjà, on a fait 2-3 promotions de la cuisine gastronomique haïtienne à Taïwan, et notamment avec, n'est-ce pas, l'inclusion sur la liste potentielle de l'UNESCO comme rôti primordial pour la soupe Zumo. Et je pense que ça donne une histoire, et pour faire promouvoir quelque chose,
il faut raconter l'histoire. Donc je pense que ça, c'est une belle histoire. Et j'espère avoir une bonne réponse à Taïwan. Après les lettres de créance, vos lettres de créance présentées au président Jovenel Moïse, avez-vous l'occasion de lui parler souvent? Oui. Dans le cadre des coopérations bilatérales, j'ai eu beaucoup d'occasions de rencontrer avec le président Jovenel Moïse et partager souvent, n'est-ce pas, ses sentiments et l'état d'avancement de nos coopérations. Donc nous avons assez régulièrement l'occasion de s'échanger. Combien de fois vous vous êtes adressé à un ou des membres de l'opposition haïtienne? Pour cela, je pense que dans les endroits publics, je ne me distingue particulièrement pas qui est d'opposition, qui est de gouvernement, mais je n'ai pas cherché à contacter particulièrement l'opposition, mais j'essaie de connaître tout le monde et savoir ce qu'ils pensent et quelles sont les meilleures solutions pour le pays. Je crois que ça, c'est mon rôle en tant qu'écouteur, un observateur de la politique haïtienne. Par rapport au kidnapping, si vous avez un conseil à donner aux dirigeants haïtiens, aux dirigeants de la police, sans ingérence évidemment, qu'est-ce que vous diriez ou encore comment vous pensez qu'on pourrait résoudre ce problème ou comment devrait-on s'y prendre pour y faire face? Je ne suis pas un expert de kidnapping, mais je voudrais profiter de l'occasion pour qu'on puisse soutenir la police, pour qu'on puisse encourager la police, pour qu'on puisse bien équiper la police. Je pense que ça, c'est la force primordiale contre la kidnapping. Le dernier mot de l'ambassadeur. Bon, je me réjouis de pouvoir venir aujourd'hui présenter quelques idées partagées avec nos amis haïtiens. Je pense que l'amitié n'a pas de frontières. Et c'est le bon hasard qui nous amène ensemble. Et c'est le bon hasard, par exemple, moi, en tant que jeune diplomate, venais d'entrer au ministère des Affaires étrangères. La première délégation importante que j'ai accueillie, justement, c'était une délégation haïtienne. Et dans le passé, j'ai eu 3 fois en mission en Haïti. Donc, ce sentiment de connaissance qui est déjà créé bien avant mon arrivée en Haïti. Donc, je m'engage certainement à travailler davantage pour renforcer ce lien qui est bien solitaire entre nos deux pays et essayer d'apporter plus de bien-être et pour l'intérêt public à nos chers peuples haïtiens. Merci, monsieur l'ambassadeur. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Merci, merci à vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, monsieur Richard Wen Jianku, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.